19h, c'est le rendez-vous à ne pas manquer sur CNews, la conférence de presse de Donald Trump, qui reviendra bien sûr sur ce deuxième aviateur américain dont l'avion avait été abattu vendredi dernier, qui a été donc recueilli lors de cette opération d'extraction complexe, risquée, lancée en plein territoire iranien. L'épisode qui illustre de nouveau le professionnalisme des forces américaines, mais peut-être aussi, et on va en discuter, qui relativise les déclarations sur la destruction complète des capacités militaires de l'Iran, qui ont pu donc abattre cet avion. D'abord le récit de ce sauvetage, quasiment heure par heure, avec Tancred Guillotel. Après l'opération XXL menée par les États-Unis pour retrouver leurs soldats en Iran dans le désert de Khalagazi, le régime des Mollahs affirme avoir détruit 2 avions C-130 et 2 hélicoptères Black Hawk. Une autre version a été donnée par Washington. 2 des avions censés ramener l'aviateur et ses sauveteurs en lieu sûr sont restés bloqués sur une base isolée en Iran et ont dû être détruits pour les soustraire aux forces iraniennes. Lors de l'opération, ce sont des drones MQ-9 Reaper qui ont été déployés par les États-Unis. Ils auraient tiré sur des Iraniens qui tentaient de capturer le pilote. Ils étaient utilisés pour protéger les autres appareils américains, comme les hélicoptères Black Hawk, utilisés pour des opérations spéciales, d'infiltration et d'extraction discrète. Un C-130 Hercule, un avion américain qui transporte du matériel et des soldats, a été aperçu avec 2 hélicoptères lors de l'opération. Il peut également larguer des parachutistes. D'autres avions ravitailleurs auraient aussi été utilisés. Avec tout ce matériel militaire, le 2e aviateur a finalement lui aussi pu être extrait sain et sauf. Une mission extrêmement périlleuse, réussie grâce aux Navy SEALs, l'unité spéciale de la marine américaine, connue pour avoir participé à l'opération contre Oussama Ben Laden en 2011. Et lors d'une prise de parole il y a quelques minutes, Donald Trump a commencé à donner de premiers détails, notamment sur l'état de santé de ce pilote. Regardez, écoutez. Lorsqu'un pilote et son avion sont abattus, il est difficile d'aller le chercher et d'intervenir. Un crash d'avion, c'est très difficile. Parfois, on peut perdre 200 soldats pour en récupérer un. Mais ce que nous avons fait hier, nous avons récupéré 2 pilotes. Le premier en silence pendant une journée entière, rien n'a été dit. Ces pilotes étaient courageux. Je veux juste dire que nous avons l'armée la plus puissante au monde. Et je précise aux auditeurs d'Europe 1 qu'un lapin se cachait sur cette image prise depuis le balcon de la Maison-Blanche pour les célébrations en même temps du week-end pascal, du lundi de Pâques plus précisément, par Donald Trump et Mélania, son épouse. Bonjour Frédéric Dulin, merci beaucoup d'être avec nous. Quelques mots pour commencer cette thématique avec vous, puisque vous êtes ancien pilote de chasse. On a eu l'occasion de se parler au cours du week-end pour décrypter cette extraction phénoménale. C'est vrai qu'on parle de moyens immenses qui ont été mis en œuvre par les Américains. Il faut dire, Frédéric Dulin, que le cours de la guerre aurait pu totalement être changé si cet aviateur avait été aux mains des Iraniens. Bonjour, oui, bonjour à tous. Effectivement, la possession par une armée étrangère en opération, c'est-à-dire en guerre, d'un trophée tel qu'un personnel navigant est quelque chose de politiquement extrêmement puissant. Il suffit simplement de se souvenir en 1995, l'équipage de Mirage 2000 qui s'était éjecté au-dessus de Palais en ex-Yougoslavie mettent une pression sur les pouvoirs publics, qui soient politiques et sur la société civile, qui sont extrêmement importants. C'est évidemment à l'ancien pilote de chasse que je m'adresse. Je ne sais pas si... je crois que pendant 20 ans, hein, vous avez servi dans l'armée de l'air. Vous me le disiez ce week-end. Je ne sais pas si vous avez eu le malheur, parce que c'est évidemment jamais une bonne nouvelle de devoir s'éjecter de son appareil. Je ne sais pas si ça vous est arrivé au cours de votre carrière, mais en tout cas, du regard de votre expérience, au regard de votre expérience, on parle d'un officier qui, malgré donc une blessure peut-être au moment de son éjection, parce que l'éjection, c'est quand même extrêmement traumatique pour un pilote, blessé, qui a pu parcourir plusieurs kilomètres, monter jusqu'à 2100 mètres d'altitude, se cacher dans une crevasse de montagne pour échapper aux Iraniens, rester 36 heures terré comme cela pour éviter d'être repris, survivre à tout prix, bien sûr, également. Est-ce que ce qu'a réalisé cet officier, pour vous, c'est de l'ordre de l'exploit ? Alors, de l'exploit, oui. Je pense que chaque opération de ce genre, c'est quelque chose d'exceptionnel. Je n'étais pas dans ces configurations, c'est assez difficile de le dire.
Toutefois, évidemment, il me semble hein, qu'il ait pu être blessé lors de l'éjection, parce que la plus grande crainte d'un pilote en opération quand il s'éjecte, c'est de se blesser à l'atterrissage et de ne pas pouvoir fuir la zone où il a atterri, où tout le monde va venir le récupérer. Si l'avion a été abattu et qu'il était difficilement contrôlable d'un point de vue de commande de vol, forcément, il a pu se blesser à l'éjection. Et s'il s'est cassé un bras, par exemple, ou une épaule, bon, ben, ça n'empêche pas les jambes de fonctionner et de pouvoir appliquer le protocole qui a été prévu, qui a été briefé par la patrouille avant la mission, tel que l'on le fait avant chaque vol opérationnel. C'est quelque chose que nous faisons, c'est un rituel qui a chaque fois, chaque passage à un endroit un peu spécifique. On sait que si on s'éjecte à cet endroit-là, on va plutôt partir dans cette zone où il y a le moins de personnel possible. Les officiers renseignements des unités de combat sont là pour nous donner les situations tactiques et les positions ennemies. Après, il a suivi globalement le protocole qui est celui que l'on suit quand on s'éjecte en territoire ennemi. La première qui est de s'en aller de la zone qui est marquée par la position du siège et de l'épave de l'avion, s'en éloigner le plus vite possible dans la direction que j'ai donnée tout à l'heure, et ensuite faire le maximum au-delà de ses capacités physiques avant même de commencer à sortir sa balise radio pour pouvoir donner une localisation, la localisation où on se trouve. Une dernière question que l'on se pose. Alors, on en a parlé là encore ce week-end sur CNews et vous nous expliquiez à quel point les Américains ont un savoir-faire particulier, des protocoles rodés pour mener ce type d'opération absolument colossale hein, sur la terre, dans les airs. On l'a beaucoup décrite. Un savoir-faire qu'aurait l'armée française dans de telles circonstances, oui ou non? Non, oui, les armées françaises ont ce savoir-faire. Je suis déjà intervenu sur le sujet, j'ai peut-être été un peu laconique et un peu trop brutal, et je m'en excuse déjà. Oui, le CPA-10 et le CPA-30, qui sont les deux unités principales, les commandos parachutistes de l'air, qui s'occupent de ça, qui font ce type de mission d'extraction, ont ce savoir-faire, bien évidemment, par des missions d'entraînement régulières avec les forces alliées et les forces américaines également. La chose que l'Europe même, parce qu'il faut pas dire la France n'est pas toute l'Europe. En Europe, personne n'est capable de faire ce qu'ont fait les Américains, simplement pour des questions de moyens. Nous n'avons pas les mêmes budgets militaires, nous n'avons pas les mêmes organisations. Et bien entendu, une débauche de moyens comme celle qui a été mise, la complexité de la coordination de ces missions avec l'US Air Force, les Marines, les Navy Seals, les Israéliens, la CIA, qui j'ai entendu dire qui avait participé à ça. Fatalement, nous n'avons pas les moyens en Europe de faire ça parce que nous ne sommes pas une nation souveraine. Merci beaucoup Frédéric Dullin pour cet éclairage, ancien pilote de chasse de l'armée française. Jonathan Sicsou envoie ces images de l'épave. Je rappelle qu'en haut à droite de l'écran, et je le dis aux auditeurs d'Europe 1, le pupitre de Donald Trump qui s'exprimera en direct normalement à partir de 19h précise. Succès justement qu'il va mettre en avant Donald Trump dans quelques minutes, c'est évident. Succès tactique, succès politique. Il va s'en servir peut-être aussi, et ce serait normal, pour son récit et ses prochaines interventions sur la guerre. Alors je crois qu'à 19h, il n'y aura plus de lapin géant à côté de lui, mais le chef d'état-major des armées, le ministre de la guerre, comme on dit aux États-Unis. À l'image, on voit effectivement les débris fumants des avions détruits par les Américains. Ce qui est très intéressant, et c'était de ça dont je voulais vous parler. Alors on explique juste que les avions détruits avec les Américains, ce sont des avions qui étaient supposés secourir qui n'ont pas pu redécoller. Qui n'ont pas pu redécoller, a priori, parce qu'ils étaient enlisés dans le sable. Et pour ne pas que les Iraniens ne récupèrent ces appareils, ils ont été détruits par les Américains eux-mêmes. Parfaitement. Ces mêmes images passent en boucle sur la télé d'État en Iran. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez les images d'aujourd'hui à la télé d'État iranienne, des journalistes qui circulent entre les débris en disant voilà comment l'armée iranienne a descendu ces avions militaires américains. Il y a un contre-récit très intéressant qui se fait dans la propagande iranienne depuis 24 heures, après avoir dit mais non, les Américains n'ont jamais récupéré leurs soldats, leurs aviateurs. Que disent-ils aujourd'hui? Ils disent en fait cette opération est un leurre.
il n'y a pas eu d'opération de sauvetage. En fait, c'est une opération avancée pour tenter de mettre la main sur notre uranium enrichi. Ah oui. Et donc vous voyez qu'il y a un discours un discours officiel qui est en train de glisser, qui est assez intéressant pour alimenter la propagande. Ça, c'est le propre de toute guerre. Il y a une propagande, un discours et un contre-discours. Et ce qui est intéressant, encore une fois, c'est d'avoir ces images identiques avec des discours totalement opposés. Michel Fayad, on parle beaucoup, et à juste titre, d'un succès retentissant, historique. Il y aura sans aucun doute, dans 1 an, dans 2 ans, un film de Hollywood pour raconter l'histoire de cet officier. Succès pour Trump, c'est bien compris. Humiliation pour le régime iranien, quand on voit notamment la publicité qui a été faite, qui a été mise en place pour le débusquer. Je rappelle qu'il y avait une récompense qui était proposée à tout Iranien qui retrouverait cet individu. En fait, comme dit Jonathan, tout est une question de récit. Qui va l'emporter dans ce récit de propagande? Parce que là, je viens de voir une info qui vient de tomber, mais du côté iranien, où vous avez Mohsen Rezaei, qui est le conseiller militaire du guide suprême, qui est le vrai homme qui dirige aujourd'hui le pays, puisque le guide suprême, on le voit toujours pas. Pas vu, Justement, donc comme on le voit pas, c'est plutôt son conseiller militaire qui dirige, et son conseiller militaire, c'est pas n'importe qui. Mohsen Rezaei, il a été plus de 10 ans à la tête des gardiens de la Révolution. C'est un des personnages clés. Et il dit, maintenant, à l'instant, après un échec humiliant à Tabas il y a 46 ans, les flammes se sont à nouveau allumées à cause des avions américains. Depuis 5 décennies, l'Iran a été une terre d'humiliation pour les États-Unis et Trump subira le même sort que Carter. Donc, non, mais on est dans la propagande pure. Mais elles sont belles les négociations. Ce que vient de dire Jonathan. Elles se passent bien, tout se passe bien, le groupe vit bien. Oui, et c'est le personnage le plus important en Iran aujourd'hui qui vient de prononcer ces mots. Donc en fait, on rappelle qu'en 1979, il y a une quarantaine d'otages à l'ambassade des États-Unis en Iran, et que c'est un énorme camouflet pour Jimmy Carter, parce que la libération des otages a été particulièrement poussive et périlleuse. Ouais. Oui, mais on a peut-être déjà le titre du film pour l'exfiltration du soldat, c'est God is good. God is good. Ouais, Dieu est grand, parce que ce message-là, peut-être que Donald Trump racontera tout à l'heure, dans un instant, lors de la conférence de presse, qu'il a déjà raconté aux médias Axios, qui est un média en ligne. Il a expliqué qu'il y a eu ce message, c'est le message qui a été envoyé par la radio, par le pilote, et que aux États-Unis, lorsqu'on a capté ce message, donc les bips pour le savoir où il étaient très clairs, la balise, mais en revanche ce message a posé question. Est-ce que c'est normal d'envoyer ce message? C'était très court, c'était très inhabituel, c'est pas le discours habituel, donc ils ont eu un doute et ils se sont dit il est aux mains des Iraniens, et ça c'est un signe. Donc ils ont vérifié, et ils ont demandé autour également, et on leur a dit mais ce colonel là est très croyant, donc c'est pas impossible qu'il ait et pas dit que ça. Il y a aussi le fait qu'il y avait les relais de la CIA sur place, bien sûr, en Iran, qui ont aussi aidé à cette extraction du pilote. Il y a 2 faces d'une même pièce, et c'est ce que je disais en introduction. D'un côté, oui, cette opération assez miraculeuse, cette supériorité opérationnelle des Américains à Michel Fayad, qui est assez indéniable. Mais l'autre revers de cette pièce, de cette médaille, c'est une forme de dominance stratégique iranienne. On le voit autour du détroit d'Ormuz, dans la capacité à riposter, une défense solaire, faut-il le comprendre, à travers l'accident de cet avion, le fait que cet avion ait été neutralisé également. Le ciel iranien n'est pas dominé, comme nous le fait comprendre depuis presque 40 jours maintenant. Vous avez raison, mais durant toute l'émission, on a beaucoup pointé sur les capacités de nuisance de la République islamique d'Iran, sauf qu'il y a également, il faut quand même montrer un peu le côté faiblesse du côté iranien, qui est très important à démontrer. Premièrement, il faut dire que le président iranien Pezeshkian a dit que d'ici 3 semaines, l'Iran sera en situation de faillite économique. Aujourd'hui, les fonctionnaires iraniens sont payés avec des mois de retard, des semaines, voire des mois de retard. Quand j'ai des fonctionnaires, c'est également des soldats, également des gardiens de la Révolution. Si jamais l'île de Karg est prise par Donald Trump, ou si les sources pétrolières, par exemple, ces dernières heures, Arvaz, qui est là où il y a le plus grand champ pétrolier, et continue à être bombardé. Et puis on a vu tout à l'heure, au début d'émission, dans le journal, qu'Assalouye a été bombardé. Assalouye, c'est là où il y a les champs gaziers iraniens. Eh bien, et s'il n'y a plus de revenus en Iran, l'Iran aurait un grand problème. Parce qu'il y a une dernière chose, Julien, que je veux dire, c'est que l'Iran est une économie socialiste, où il y a énormément de subventions. S'il n'y a plus de salaire, il n'y a plus de quoi payer des salaires, l'Iran peut tomber. Je rappelle une dernière chose. Et là, il n'y aura peut-être pas besoin d'une révolte populaire pour faire tomber le régime, dans ce cas-là. Parce que Bachar el-Assad, qui a tenu durant la guerre pendant 13 ans,
est tombé en 8 jours à partir du moment où il ne pouvait plus payer les salaires de ses soldats. Merci à tous d'avoir suivi cette édition de Punchline dans ce lundi de Pâques. Merci aux téléspectateurs de CNews, aux auditeurs d'Europe 1 qui retrouveront Pierre de Villeneuve dans Europe 1 Soir dans une poignée de minutes. Élodie Huchard sur CNews dans Face à l'info. Et évidemment, qu'est-ce qu'il y a, Eric? Évidemment, la conférence. Il fait des grands gestes, Eric Revel, parce qu'il est content de rentrer chez lui et d'aller profiter de cette fin de week-end de Pâques. Vous avez hâte d'entendre le président. À suivre donc à 19h en direct sur CNews. Voyez l'image en direct. Tout cela est en train de se mettre en place. Très bonne fin de journée et bonne fin de week-end, Pascal, sur CNews.